Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Fin avril 2015, face à la perspective d'un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, un mouvement de contestation débute au Burundi avec à la clé des centaines de victimes. Innocent Muhoozi, directeur général de la radio-télévision Renaissance, est l'un des seuls patrons des médias privés indépendants qui a choisi de rester dans son pays. Un mois plus tard, les locaux de son groupe de presse sont saccagés. Il en accuse les forces de l'État, ce que refutent les autorités burundaises. Innocent Muhoozi quitte alors le Burundi pour le Rwanda, d'où il continue de mener un combat pour la restauration de la démocratie. À Kigali, où il réside, Décryptage est allé à sa rencontre. En mai 2015, les bureaux de votre chaîne de télévision ont été attaqués par les forces de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? C'était vers 4 h du matin, des militaires, des policiers en uniforme ont débarqué à notre siège, ils sont mis à tirer, etc., à mettre le feu. Et puis par après, ils sont passés à la deuxième station indépendante, la radio publique africaine, qu'ils ont complètement calcinée. Ils sont passés à la troisième, c'était déjà en pleine journée cette fois-là, à Bonécha. Et puis à la quatrième, Isanganiro. Et à toutes ces stations-là, c'était vraiment le saccage en bonne et due forme. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la décision du procureur général de la République maintenant, qui nous interdit l'accès à nos locaux et qui après maintenant fait occuper ces locaux par la police. Jusqu'aujourd'hui, nos locaux sont occupés par des policiers. Donc nous ne pouvons pas y accéder, nous ne pouvons pas entrer, nous ne pouvons rien faire du tout. Les choses sont à l'état comme elles étaient quand il y a eu cette attaque-là. Ce sera la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement? Bon, on reproche d'être des putschistes en fait. Parce que quand il y a eu la tentative de coup d'État du général Niyombare, il a fait un message. Et naturellement, en tant que médias, nous avons relayé ce message-là. Et rien qu'à cause de cela, ils ont décidé que nous faisions partie du putsch. Et c'est pour ça aussi que nous avons des mandats d'arrêt à Papet. Moi, j'ai un mandat d'arrêt qui me poursuit. Et le directeur de la Bonécha, il a un mandat d'arrêt. Celui de la radio publique africaine a un mandat d'arrêt. La dame qui dirigeait Isanganiro avait un mandat d'arrêt aussi qui a été levé récemment. Donc c'est cela la situation concrète aujourd'hui pour les médias indépendants. Parce qu'il faut bien rappeler que ce sont ces 4 médias audiovisuels qui étaient les principales sources d'information des Burundais jusque-là. Dans quelles conditions s'exerce la profession de journaliste dans votre pays actuellement? Aujourd'hui au Burundi, on ne peut pas exercer vraiment, dans l'audiovisuel en tout cas, de manière indépendante, c'est impossible. Parce que ce qui se passe au pays ne peut pas être porté à la connaissance du public sans que ça dégénère dans des situations ingérables. Vous ne pouvez pas, si vous êtes une radio là-bas, parler des morts de tous les jours, des torturés, des enlevés, sans que ça ait des conséquences sur vous. Donc c'est pour cela que le Conseil national de la communication oblige les radios qui émettent encore au pays, parce qu'il y en a plusieurs, en fait, il y en a plusieurs, mais qui ne parlent pas des choses sensibles qu'attendent les Burundais. Les Burundais aujourd'hui, pour s'informer de ce qui se passe réellement dans leur pays, recourent aux réseaux sociaux plutôt qu'aux médias audiovisuels qui existent encore dans le pays. Votre confrère Jean Bigirimana est porté disparu depuis juillet 2016. Est-ce que l'on sait ce qui a pu se passer? Vous savez, ils l'ont tué, nous n'avons pas de doute, ils l'ont tué. Mais tant que son corps n'a pas été vraiment identifié concrètement, ils l'ont tué. Il a été enlevé par des gens du service national de renseignement. Il a été manifestement torturé. Puis on ne sait pas si un des 2 corps que les journalistes avaient pu retrouver dans une des rivières pas loin de là où il avait été enlevé était le sien ou pas, parce qu'il était tellement défiguré qu'on n'a pas pu savoir si c'était lui. Mais en plus, la personne qui l'avait enlevé elle-même après a disparu parce qu'elle avait été identifiée. Donc c'est Jean Bigirimana pour nous. Évidemment, tant qu'on n'a pas vu son corps et qu'on n'a pas identifié, c'est un disparu, mais nous n'avons aucune illusion sur la possibilité de le retrouver vivant. Le Haut Commissariat aux réfugiés estime qu'il y a au moins 400 000 réfugiés burundais dans les pays voisins, dont plus de 85 000 dans des camps au Rwanda. Est-ce que vous avez connaissance des conditions humanitaires dans lesquelles ils se trouvent dans ce pays où vous vivez actuellement? La situation des réfugiés au Rwanda est peut-être la meilleure par rapport à tous les autres dans la région. Hormis le pouvoir d'achat, le coût de la vie ici est quand même très élevé par rapport à certains autres pays, mais en termes de sécurité, en termes de tranquillité, de non-harcèlement, etc., mais aussi des conditions de ceux qui vivent dans les camps de réfugiés, c'est quand même les meilleures conditions. Les réfugiés qui sont au Congo ont beaucoup de problèmes de sécurité, beaucoup de problèmes alimentaires, beaucoup de problèmes de vie de tous les jours. Ceux qui sont en Tanzanie, il y a des morts tous les jours, il y a des réfugiés burundais qui sont tués tous les jours, soit par les Imbonerakure qui s'infiltrent dans les camps, soit par des Tanzaniens même qui les tuent parce qu'ils sont allés chercher du bois dans un champ à côté. Donc les conditions vraiment sont plutôt difficiles pour les Burundais qui sont dans les autres pays. En Ouganda, c'est un peu plus calme, mais c'est beaucoup plus loin. Il y en a jusqu'au Malawi, jusqu'au Botswana qui ont été jusque-là. C'est des conditions de réfugiés dans les camps de Tanzanie, du Congo,
mériterait quand même que le HCR et d'autres s'y intéressent vraiment de près parce que c'est une telle pression sur eux que certains finissent par désespoir à décider de retourner au pays. Et quand ils retournent au pays, il y a beaucoup d'histoires tragiques encore une fois.